Bienvenue à cette présentation de l'Association du barreau canadien qui vous est présentée en balado-diffusion sous le titre « Tolérance zéro ». Partout au Canada, il y a des cas de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qui sont régulièrement recensés. Certaines affaires récentes et des cas rapportés par les médias impliquant notamment dans les derniers mois et dernières années des personnalités telles que Marcel Aubu, Gian Gomeshi, Bill Cosby, la GRC et même le Parlement du Canada et certaines universités ou franchises sportives, par exemple, ont éveillé l'attention de plusieurs Canadiens et Canadiennes sur les répercussions importantes du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles sur les personnes qui en sont victimes, mais également sur les milieux dans lesquels ces situations-là se produisent. Le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont des problématiques qui sont complexes, non seulement pour le système judiciaire, mais également pour l'ensemble de la collectivité. Trouver des solutions à ces problèmes-là signifie d'abord et avant tout avoir une meilleure compréhension, non seulement du volet juridique, mais également des facteurs sociaux qui expliquent en partie dans quel contexte ces événements-là se produisent et comment ils sont souvent tolérés. La balado-diffusion que vous écoutez aujourd'hui est présentée par les sections suivantes de l'Association du barreau canadien. Le Forum des femmes juristes, le Comité égalité, le Forum sur l'orientation et l'identité sexuelle, l'Association canadienne des conseillers juridiques d'entreprise, la section du droit militaire, la section du droit de travail et de l'emploi et la section de litige civil. En 2014, le Forum des femmes juristes a débuté une campagne connue sous le mot-clic « Je dénonce » ou dans sa version anglaise, mot-clic ou hashtag Right You're Wrong, dans le cadre de laquelle nous avons demandé à des avocates canadiennes de nous raconter leurs histoires et leurs expériences où elles ont vécu ou ont été témoins de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Nous avons reçu 47 témoignages décrivant des expériences allant de blagues inappropriées à des agressions physiques. C'est en ayant ces histoires et ces expériences à l'esprit que nous présentons aujourd'hui cette balado-diffusion. Je m'appelle Caroline Briand, je suis la présidente du Forum des femmes juristes de l'Association du barreau canadien pour la division du Québec. Je suis accompagnée de deux panélistes de grande qualité, soit Dr Stéphane Bensoussan, psychologue, et Mme Marie Dussault de l'organisme Ending Violence de la Colombie-Britannique. Donc, premièrement, bienvenue à nos panélistes d'aujourd'hui. Nous aborderons deux sujets principaux aujourd'hui. Premièrement, pourquoi est-ce que le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles se produisent, et ce particulièrement en milieu de travail? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire comme avocats, collègues, citoyens et milieux généralement pour régler ce problème et contribuer à y mettre fin? Nous accueillons maintenant Dr Stéphane Bensoussan, psychologue, pour aborder avec nous le deuxième élément fondamental de la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les événements de harcèlement ou d'agression sexuelle se produisent. Dr Bensoussan, bienvenue. Bienvenue, merci. Bonjour. Vous êtes psychologue, donc en raison de votre travail, vous êtes appelé à travailler directement avec les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, mais également avec les personnes qui commettent ces gestes-là. Effectivement. Dans un premier temps, je vais vous poser une question qui est bien large. Pourquoi, selon vous, ces comportements-là, donc de harcèlement et d'agression sexuelle, se produisent encore aujourd'hui dans notre société occidentale et dans la société canadienne plus particulièrement? C'est une excellente question. En premier lieu, il faut comprendre que le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, c'est pas seulement un comportement sexuel, c'est vraiment une question de pouvoir. Et il y a un individu qui va chercher un pouvoir sur une autre personne. Et pour différentes raisons, la personne ça va se laisser faire. Pour différentes raisons, la personne qui est agresseur va chercher à prendre pouvoir. Alors, il faut comprendre que l'harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, c'est pas seulement
uniquement par rapport à l'acte sexuel, mais plutôt au niveau du pouvoir qu'on a sur une autre personne, la question de dominance. Alors ça reflète beaucoup sur plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sociaux qui encouragent, on va dire, ce genre de pensée, d'attitude, de comportement, qui ne découragent certainement pas ces genres de comportements lorsqu'ils se passent. Et il y a aussi des facteurs individuels, des gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, on pourrait en parler bientôt. Et bien entendu, il y a des facteurs organisationnels également qui ne découragent pas nécessairement ce genre d'attitude. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'il y a un plus grand risque de commettre des agressions sexuelles. En général, c'est un mélange de choses, mais c'est clair que l'identification des facteurs qui sont associés à un grand risque de commettre des agressions sexuelles permet de mieux planifier la prévention de l'agression sexuelle en ciblant des groupes d'individus qui sont plus à risque, des gens qui sont à risque d'en perpétrer et des gens qui sont malheureusement à risque de ce genre de comportement-là. Vous avez parlé de pouvoir, de dynamique de pouvoir. Quelles sont les caractéristiques de la dynamique ou de la relation de pouvoir dans laquelle les comportements de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle peuvent survenir? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne va chercher à avoir du pouvoir sur un autre. Souvent, il y a des dynamiques au niveau de l'estime de soi. La personne ne se sent pas assez bien, ne se sent pas assez confiant, manque d'estime de soi finalement. Et donc, va chercher à avoir du pouvoir sur un autre pour pouvoir se prouver qu'il, en général, a plus de confiance, a plus de capacité à contrôler un autre. Donc, ça peut venir d'un espace comme ça. Pourquoi est-ce qu'une personne de cet individu, pourquoi est-ce qu'un individu a un manque de confiance? À cause des facteurs d'enfance, particulièrement, s'il y a eu de l'abus physique, de l'abus sexuel ou a vécu de la violence, a vu de la violence dans sa vie, chez les parents par exemple, ou en regardant les parents communiquer ensemble. Souvent, ça va faire en sorte qu'un individu se sente inférieur, se sent faible ou développe une certaine peur intérieure et va manifester un désir de contrôler les gens autour pour manifester un certain contrôle. Alors ça, c'est une façon, ça c'est une disposition. Il y a des facteurs psychiatriques comme des troubles de personnalité où il y a des gens il y a des déviances au niveau de la personnalité, au niveau de la façon de percevoir la vie, au niveau de percevoir les événements, au niveau de percevoir les gens, les faits. Alors à ce moment-là, le fait de contrôler, de dominer quelqu'un, la personne peut vraiment comprendre ou prendre considération comme quoi je le fais pour son bien, ça va lui apprendre, c'est comme ça qu'elle doit apprendre. Donc c'est vraiment une personne qui a une déviance au niveau de sa perception de qu'est-ce qui se passe pour une victime potentielle. Alors ça, c'est des facteurs qui sont un petit peu plus graves, ils sont plus pervers, ils sont plus difficiles à travailler, mais c'est certain qu'on doit les identifier pour pouvoir mieux les traiter. Vous nous avez parlé également de facteurs organisationnels et sociaux. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de facteurs organisationnels qui favorisent ce type de comportement-là? Alors, au niveau des facteurs organisationnels, ce qu'on peut regarder, c'est vraiment est-ce que la compagnie, est-ce que l'organisation a des lignes, ou est-ce qu'il y a des lignes directrices par rapport à l'agression sexuelle ou l'harcèlement sexuel? Est-ce qu'il y a une politique? Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a une politique qui est écrite où on est clairement, où c'est clairement indiqué quelles sont les procédures à prendre, quelles sont les politiques à prendre? Souvent, dans une entreprise, c'est pas nécessairement quelque chose qui est déjà fait. Et ça devrait être absolument fait dans chacune des entreprises. L'autre chose qui peut être influencée, c'est le nombre d'hommes et de femmes dans une entreprise. Des fois, quand c'est un milieu, on va dire, ce qu'on a trouvé dans les statistiques, c'est que dans des milieux qui sont plus dominants par des hommes, on va retrouver un petit peu plus de prédisposition d'avoir de l'agression, de harcèlement sexuel envers des femmes. Ou alors, lorsque des femmes
travaillent dans des postes traditionnellement masculins, on va voir un petit peu plus d'agression dans ces domaines-là également. Alors, c'est clair qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau de ces groupes organisationnels, ces hommes. Et si c'est des hommes de la vieille école, old school, comme on dit en anglais, où on favorise une genre de camaraderie, où on rit ensemble, on se moque des autres. Souvent, ça va faire en sorte de créer un environnement ou un climat de travail où l'harcèlement sexuel peut grandir, peut être apparent. Alors, ça, c'est des facteurs importants. L'autre chose, c'est que lorsque ça se passe, lorsqu'il y a de l'harcèlement qui est vraiment présent, il n'y a pas grand-chose qui est souvent fait. Et ça, c'est grave parce que le silence, c'est ça qui fait en sorte d'aggraver, d'approfondir le problème. Ça, c'est quelques facteurs. Également, lorsqu'une personne est trouvée, on a découvert, bon, il y a un harceleur et puis voilà ce qu'il fait, et puis c'est quelque chose qu'il répète et qu'il répète, même si on l'identifie, même si la victime s'est plainte, qui est rarement le cas en passant, seulement 3% des victimes d'harcèlement sexuel reportent se fait harceler parce qu'elle a trop peur souvent de perdre son emploi, elle a peur d'avoir des conséquences, elle a peur de créer des problèmes dans son mariage. En tout cas, il y a plusieurs raisons pourquoi il n'y a pas de plainte. Mais lorsqu'elle se plaint, il n'y a pas assez de mesures punitives ou disciplinaires qui sont faites contre cet employé ou quand son patron, si c'est son patron, ou l'autre employeur qui est perpétrateur. Il n'y a pas de conséquences ou de punitions assez marquantes pour décourager cet individu à continuer. Alors, tous ces facteurs-là font en sorte de créer un climat de travail qui est malsain, qui crée un climat de travail où on croit que c'est permis, on croit que c'est normal de déranger, de blesser, d'harceler un individu, que c'est même encouragé dans certaines mesures. C'est quelque chose qui se voit de façon transparente et il n'y a personne qui le souligne, il n'y a personne qui se tient debout contre l'individu. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que dans une entreprise, s'il n'y a pas grand-chose qui est fait, malheureusement, c'est un comportement qui risque de continuer à persister. Donc, si je peux me permettre de résumer ce que vous venez de nous expliquer, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où si on ne se dote pas de mesures préventives ou qu'on ne corrige pas le milieu, les victimes seront encore moins susceptibles de dénoncer et on sera encore moins susceptible de les aider à surmonter ces événements-là. Effectivement. Parlons un peu des acteurs dans ces situations-là de harcèlement ou d'agression sexuelle. Vous nous avez parlé de la difficulté pour les victimes de dénoncer et du faible nombre de victimes qui le font. Oui. Comme dans un milieu de travail, comment va être vécu l'impact général de ces comportements-là? Pouvez-vous juste répéter la question par rapport à la victime en question? Dans un milieu de travail, comment les gestes de harcèlement ou d'agression sexuelle vont avoir un impact sur la victime ou les personnes qui l'entourent? D'accord. Alors, c'est sûr qu'au début, il y a une période de questionnement où l'individu qui est victime va se poser des questions. Est-ce que c'était une blague? Est-ce que c'était quelque chose de vrai? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais considérer? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai fait une erreur? Donc, il y a une petite période de questionnement. Lorsque ça persiste et la personne réalise que c'est un comportement qui continue, ça va mettre naturellement la personne mal à l'aise. Mal à l'aise parce que elle veut bien faire, elle veut garder son poste, elle veut pas déranger. Puis souvent, ces femmes-là ont la tendance à vouloir plaire et vouloir faire plaisir et garder leur poste, mais aussi dans le sens où on veut garder l'harmonie dans une relation. Souvent, la femme est celle qui cherche à maintenir une relation saine dans un couple, et même dans un couple dysfonctionnel, même dans un couple au niveau du travail, dans une dynamique de travail, c'est elle qui va chercher à maintenir une harmonie. Alors,
elle doit jouer plus un rôle dans cet état parce que là, elle cherche à est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas correct? Est-ce que je m'habille de façon pas correcte? Est-ce que je devrais changer quelque chose que je fais? Donc, elle se pose beaucoup de questions. Et ces questions font en sorte de se mettre de résumer en quelque part ses insécurités intérieures. Elle peut avoir quelques insécurités en partant, mais naturellement, lorsqu'elle entend ces genres de commentaires de façon régulière ou lorsqu'elle voit ces genres de gestes réguliers, ça va faire en sorte, avec le temps, d'augmenter son niveau d'anxiété, son niveau d'insécurité, son niveau de stress. Elle se pose des questions si elle devrait en parler à des collègues, est-ce qu'elle devrait le rapporter, est-ce qu'elle ne devrait pas le rapporter. Et ça, cette période d'insécurité, d'anxiété fait en sorte que ça peut augmenter le taux d'absentéisme, ça va augmenter le taux d'insatisfaction au travail. Et ça va amener des choses à la maison. Donc, elle peut en parler à son conjoint, elle peut parler avec sa famille, elle peut parler avec toutes sortes de gens à l'extérieur du travail, qui va faire en sorte que la rentrée au travail devient de plus en plus pénible, de plus en plus difficile. Alors, si elle n'en parle pas avec son entourage organisationnel, elle rentre dans ce qu'on appelle une aliénation. Elle s'isole. Et c'est exactement ça, en général, que les agresseurs recherchent. C'est un isolement de la victime où elle ne se sent pas capable, ne se sent pas à l'aise, ou ne sent pas le droit de partager ce qui se passe. Il lui donne à lui encore davantage de pouvoir. Alors, elle, son niveau d'anxiété continue de monter. Ça peut causer des problèmes d'insomnie, des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes de système immunitaire, des problèmes de troubles d'anxiété qui vont faire en sorte qu'elle doit consulter un médecin, qu'elle doit avoir des congés de maladie, qui peut l'amener en burn-out, qui peut l'amener en arrêt de travail pour des raisons médicales. Alors, tout ça, ça se passe, mais ce qu'on reconnaît également au point de vue psychologique, lorsqu'on traite un individu qui vit de l'harcèlement, c'est vraiment semblable. Les symptômes mimiquent les gens qui ont vécu une violence physique ou une agression sexuelle, des gens qui se font violer, par exemple, ou des gens qui ont vécu des chocs qu'on appelle post-traumatiques. Donc, après un accident de voiture, un soldat qui est en Afghanistan, qui revient, qui a des scènes horribles, ben, cet individu, à un degré différent, va elle aussi ressentir de l'inquiétude, va avoir des flashbacks, va avoir des images de l'agresseur, va avoir la peur de faire face à cet agresseur, va avoir des inquiétudes face à qu'est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois qu'il lui dit, qui fait en sorte que son niveau d'anxiété, encore une fois, monte. Et elle devient de plus en plus incertaine à comment réagir. Et des fois, elle va figer, des fois, elle va réagir de façon colérique, des fois, elle va réagir de façon sarcastique, des fois, elle va changer sa façon de s'habiller, des fois, elle va essayer de ne pas prendre trop d'attention, donc elle va se cacher, elle va s'éloigner, elle va fuir, elle va éviter, elle va peut-être changer son horaire de travail si elle peut pour éviter de faire face à son employeur ou la personne qui l'agresse ou qui la harcèle. Donc, toutes ces choses-là font en sorte d'augmenter trois choses. Son comportement change. Naturellement, elle fait plus d'erreurs et puis son comportement au niveau de l'évitement augmente. Au niveau de ses pensées, ça active son anxiété. Je suis pas assez correct ou qu'est-ce qui va se passer si. Et également au niveau des réactions physiques et physiologiques. Sa pression artérielle augmente, plus de maux de tête, son pouls est plus élevé. Et il y a beaucoup de autres facteurs physiques qui sont liés à ça. Donc, on remarque à long terme, vraiment, comme j'ai dit, un syndrome post-traumatique chez ces gens présents. Donc, on parle d'impact non seulement au niveau du bien-être de la personne qui est victime de ces gestes-là, mais également au niveau de sa satisfaction et de sa performance au travail qui peuvent s'échelonner sur des années. Absolument. Absolument, parce qu'une fois qu'on est anxieux, la concentration baisse, le risque de faire des erreurs lorsqu'on est anxieux augmente. La peur de qu'est-ce qui pourrait arriver, au lieu de concentrer sur la tâche,
à faire, on est plus concentré à qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais répondre, comment je devrais agir, est-ce que je devrais en parler. C'est ça qui occupe son esprit au lieu de focuser sur ce qu'elle doit être en train de travailler. Vous nous avez décrit la transformation psychologique, la transformation du comportement qui survient lorsqu'une personne est victime de harcèlement ou d'agression sexuelle au travail. Si, Oui. par exemple, un collègue ou un employeur remarque, par exemple, des comportements d'évitement comme vous nous les avez décrits, quels sont les gestes appropriés que ce collègue-là ou l'employeur peut prendre s'il soupçonne que ça tourne pas rond avec une employée? C'est certain qu'une personne qui est victime se sent seule et isolée et sent que il y en a qui sont plus insécures que d'autres, mais celles qui sont les plus insécures vont penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct chez elles. Soit elle se comporte mal, soit elle attire l'attention d'une certaine raison, pour une certaine raison sans le savoir. Donc, cette isolation, cette insécurité est assez grande. Lorsqu'un collègue ou un employeur détecte ça chez son employé, c'est important de l'approcher pour lui parler de façon privée, pour lui dire, je constate que tu es plus seul, je constate que tu es moins heureuse qu'auparavant, je constate que tu évites certaines situations, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te soutenir. Qu'est-ce que je peux faire pour t'encourager, pour t'aider à te retrouver de bonne humeur? Puis juste, le fait de trouver un allié, ça peut faire en sorte à donner cet employé-là une plus grande assurance de pouvoir reporter l'événement et de ne pas garder ça à l'intérieur. Donc, c'est de la sortir de l'isolation, mais sans vraiment la pousser à faire quoi que ce soit pour l'instant. Il faut vraiment lui donner le temps et l'espace pour qu'elle se sente assez forte pour qu'elle puisse prendre la décision de dénoncer. Donc, dans un premier temps, restaurer un sentiment de sécurité pour la personne. Oui, effectivement. Donc, il faut qu'elle se sente en sécurité. Donc, l'idée, c'est de lui donner l'espace en privé de sentir qu'elle est capable d'en parler, que vous êtes là pour elle, que vous êtes là pour l'écouter. Et puis, une fois qu'elle se sent en sécurité, là, elle va pouvoir s'ouvrir probablement un petit peu plus. Où elle va y penser davantage, et puis c'est peut-être quelques jours, quelques semaines plus tard où elle va commencer à s'ouvrir, mais au moins on établit un petit climat de sécurité et de confiance où elle va sentir qu'il y a un allié. Par la suite, c'est de créer un climat de confiance, un climat de sécurité dans le travail. Au milieu du travail, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui est vraiment découragée, qui a peur de rentrer au travail, qui se sent insécure face à la personne qui l'agresse ou qui la harcèle? C'est clair qu'il faut adresser la cause directement, ne pas avoir peur de l'harceleur directement, pas avoir peur de confronter l'individu qui fait des gestes inappropriés, des fois illégaux, sans le savoir. Vous nous avez expliqué comment une victime va passer par une phase initiale de questionnement où elle se critique, où elle peut même se blâmer pour les événements qui lui arrivent. Oui. Comment est-ce qu'un employeur ou un collègue de travail peut intervenir sans renforcer ces questionnements-là ou sans avoir l'air de blâmer la personne qui est victime? Souvent, ce qu'on va chercher à faire, c'est de nier ce que la personne nous dit. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est premièrement, avant de contredire ce qu'elle dit, non, c'est pas toi, non, c'est pas toi, non, c'est pas toi, au lieu de lui dire ça, c'est de lui faire valider ce qu'elle exprime, ce qu'elle ressent. Si on valide ce qu'elle ressent, je comprends que tu ressens ça, je comprends que tu penses comme ça, c'est normal que tu vives ce genre de pensée, c'est normal que tu te sens comme ça. Premièrement, ça va bâtir un climat de confiance plus grand. Et deuxièmement, ça va donner la chance à la personne de pouvoir partager un petit peu plus sur les détails de ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle pense faire. Par la suite, une fois qu'on a établi ce climat de confiance et la validation des sentiments de l'employé en question, c'est là qu'on peut solutionner avec elle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec moi? Qu'est-ce que je peux t'aider à faire? Mais c'est sûr qu'une fois que ce plan-là est établi, à ce moment-là, c'est vraiment de ramener à la personne pour dire,
il faut que tu comprennes que ça n'a pas rapport avec toi, que c'est un individu qui a des problèmes, c'est un individu qui éprouve des ennuis quelconques, et tu n'as pas à subir ce genre de comportement-là. C'est vraiment clair que c'est pas toi, et c'est vraiment lui, et on doit dresser la cause, on doit dresser le problème en question. Mais c'est important que tu comprennes que ça n'a pas rapport avec toi. Alors, la culpabilisation, la prendre en responsabilité de ce que l'autre a fait sur toi, c'est pas très avantageux pour toi en ce moment. Cependant, je comprends ce que tu vis, puis c'est normal que tu te sens comme ça. Donc, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est la validation des sentiments en premier lieu. Deuxième lieu, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut l'aider au niveau des problématiques. Et troisième, c'est de la rassurer par rapport à ce n'est pas toi, c'est vraiment lui. Donc, ça, c'est l'ordre des procédures à faire. Et lorsque la personne, ou lorsque aussi la personne décide enfin de dénoncer, quelle est la meilleure stratégie ou la meilleure approche pour un employeur, pour un collègue, pour épauler une personne qui serait victime de harcèlement ou d'une agression? Idéalement, c'est pas toujours facile dans tous les contextes, mais la personne qui veut vouloir porter plainte ou qui arrive à cette décision, encore une fois, elle se sent seule. C'est elle contre l'employeur ou c'est elle contre la compagnie. Elle le perçoit comme ça. C'est pas elle contre un individu qui la dérange. Si elle le rencontrait, par exemple, si c'est quelque chose qui se passait, un harceleur qui la rencontre dans un bar qui la dérange, elle sera capable de lui mettre les cartes sur table et puis de l'envoyer promener. Mais comme il y a des choses, il y a plusieurs choses qui sont en péril, elle se doute par rapport du soutien qu'elle aura de son environnement, puis elle a peur des conséquences éventuelles. Alors, ce qu'elle recherche, c'est vraiment du soutien. Idéalement, on a besoin de dire, on t'épaule dans cette démarche, on le fait ensemble, c'est pas toi contre nous, ou toi contre la compagnie, ou toi contre lui, c'est toi, puis moi, puis elle, puis on se regroupe en groupe, puis on va faire la plainte ensemble. Donc oui, peut-être tu vas mettre ton nom, mais nous, on est là avec toi pour te soutenir et t'encourager et agir comme témoin si on a besoin et de faire ce qu'on a besoin de faire pour pour arrêter ce comportement une fois pour toutes. Une fois qu'elle se sent soutenue et elle a un petit peu plus de pouvoir parce qu'elle n'est pas seule, elle est en groupe, là, ça va lui donner plus de courage pour pouvoir dénoncer. En tant que professionnel, en tant que psychologue, quel est le rôle que vous pouvez jouer, qu'un professionnel de votre spécialité peut jouer pour assister les employeurs ou les employés à travers ce type de crise-là? Alors, je fais partie je suis directeur d'un programme d'aide aux employés. Et puis, souvent, ça nous arrive de rentrer en entreprise pour faire des formations pour ce genre de situation, pour aider les employeurs à cibler quels sont les éléments à risque qu'il faudrait changer, quels sont les employés qui sont à risque d'être victimisés, mais aussi quels sont les gens ou les employés qui peuvent être harceleurs ou agresseurs à leur égard. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait ça? Alors, c'est vraiment une conscientisation des facteurs et de leur donner comme des outils pour comprendre pourquoi cet individu agit de cette façon, quels sont les facteurs de risque, quelles sont les politiques. Donc, on les aide souvent à développer des plans pour justement contrer ce genre de situation et aussi de faire comprendre quels sont les facteurs, pas les facteurs, mais quelles sont les conséquences à la victime. Alors, une fois qu'ils réalisent que les conséquences sont grandes, à ce moment-là, au point de vue des journées manquées de l'employé, au niveau de l'argent déboursé en assurance salaire, changement de climat de travail, les gens qui quittent le travail, il faut former d'un autre personnel. Toutes ces conséquences-là font en sorte que l'employeur réfléchit deux fois avant de juste fermer les yeux, encore une fois. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut rencontrer l'employeur, on peut rencontrer le service des ressources humaines, puis on développe ensemble des programmes d'éducation, de sensibilisation pour faire en sorte que ces gestes-là ne se passent pas. Souvent on est appelé aussi lorsqu'il y a
déjà un individu qui a été ciblé comme harceleur, où la personne, l'individu a peur de dénoncer, mais est allé voir les ressources humaines pour avoir du soutien, puis les ressources humaines l'encouragent à dénoncer, mais en même temps, ils ont peur de se faire dénoncer parce que c'est une mauvaise publicité également pour eux. Alors, souvent, les ressources humaines sont un petit peu coincées entre la personne qui dénonce, l'employé, puis l'agresseur ou l'harceleur ou la compagnie, puis l'image de la compagnie. Alors, ce qu'on est appelé à faire dans ce cas-là, c'est de voir est-ce qu'on peut travailler directement avec l'harceleur? Est-ce qu'on peut l'éduquer? Est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter? Comment est-ce qu'on peut le soutenir dans sa façon de gérer ses employés sans les harceler? Alors ça a été intéressant parce que souvent les harceleurs, on a peur de les confronter, on a peur de leur parler, on a peur de leur faire dire d'arrêter ce qu'ils font, de risque qu'ils explosent ou ils réagissent de façon forte et négative. Et des fois, ça va arriver, mais Parce qu'il y a une dynamique de pouvoir, souvent. Exactement, c'est des amis de pouvoir, puis là, on est en train de déceler qu'ils ont des problèmes, puis on est en train de leur dire qu'ils ont des problèmes, puis ils refusent d'accepter leur part de responsabilité, puis ils nient leurs gestes, comme quoi il n'y a rien, puis c'est la personne qui invente des choses, puis c'est pas vrai, puis c'est pas comme ça. Alors, c'est subtil, mais ce qu'on fait souvent, c'est avec les ressources humaines, on leur donne aux harceleurs, on prépare un genre de formation qu'on appelle une formation de communication. Et c'est une façon pour nous d'intervenir de façon plus subtile, mais de démontrer comment est-ce qu'on devrait communiquer, comment est-ce qu'on ne devrait pas communiquer. Et dans ces ateliers-là, on présente des façons de communiquer de façon saine pour comme rendre le pouvoir à l'individu, mais sans enlever le pouvoir aux autres, aux employés ou aux gens ou aux collègues qui sont en dessous, si c'est une hiérarchie, ou si c'est une personne d'un autre département, par exemple. Alors, l'idée, c'est de soutenir les individus qui sont à risque ou qui sont déjà partie des harceleurs en question. Lorsqu'une personne est témoin directement d'un geste de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle en milieu de travail, qu'est-ce qui est approprié de faire comme intervention auprès de la personne agresseur? C'est clair qu'il ne faut pas ignorer ces situations-là. C'est important de les adresser le plus vite possible. Même si c'est une blague ou un commentaire inapproprié, il est vraiment important de ne pas ignorer et d'exprimer aux personnes concernées le caractère inacceptable de leurs paroles. De leur dire que c'est quelque chose qui est inacceptable, qu'on ne tolère pas dans ce milieu de travail. Et on va voir si cette personne comprend et accepte ce geste-là. Mais le silence, c'est sûr que ça encourage le comportement et ça risque de causer plus de problèmes dans le futur. Alors, première étape, c'est qu'on confronte la personne. J'ignore pas la blague, je le confronte. C'est pas acceptable. J'aime pas la façon dont tu parles. C'est pas ce qu'on apprécie ici. Si ça continue par la suite, là, on peut aller faire une plainte aux ressources humaines, s'il y a des ressources humaines. Puis, on demande et on exige en groupe, pas juste une personne ou un témoin, mais en groupe, que ce comportement cesse pour le bien du groupe, pour le bien de l'entreprise. Alors, à ce moment-là, ça va mettre de la pression sur les ressources humaines et ça va mettre de la pression ultimement sur la personne qui est harceleur pour cesser ses actions. Si ça continue, c'est sûr qu'aller voir le chef de l'entreprise, ce serait important, et potentiellement de faire une plainte plus haut que ça, s'il y a lieu. Donc, même une personne qui est simple témoin fasse elle-même la plainte. Oui, absolument. Mais comme j'ai dit, c'est toujours mieux d'y aller en groupe que d'y aller seul. Un groupe de collègues a plus de pouvoir qu'une personne qui pense avoir vu quelque chose, qui a interprété quelque chose. C'est plus facilement nié lorsque c'est une personne qui partage
qu'il a vu ou ce qu'il a fait, ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, c'est plus difficile d'ignorer un groupe qui dit la même chose. Et comment fait-on pour mobiliser un groupe, convaincre un groupe d'agir sur ce type de situation-là? C'est de solliciter le soutien des autres. Comme quoi, c'est ce que j'ai vu, telle personne elle a vécu ça, voilà ce que j'ai vu, c'est inacceptable, moi je me le prends pas, j'aimerais créer un petit comité où j'aimerais aller voir les ressources humaines qui est avec moi, on va présenter ça ensemble, ce comportement est inacceptable, on est tous ensemble ici, on travaille ensemble, on veut garder une harmonie positive. Qui veut rentrer avec moi, qui veut participer à cette pétition ou à cette demande ou cette démarche à ce moment-là. Donc, c'est plus une façon d'encourager finalement la sollicitation globale pour pas qu'un individu prenne la charge seul. Vous avez mentionné le fait d'intervenir, dénoncer une blague, c'est inapproprié. On entend souvent des femmes essayer de rire d'une blague déplacée ou de la détourner avec de l'humour. J'aimerais vous entendre sur les pour et le contre d'utiliser l'humour pour désamorcer ou dénoncer ce type de comportement. Mais pour moi, l'humour, c'est une façon de diminuer le niveau de tension dans l'air et de diminuer son stress personnel. Et c'est une façon aussi de se détacher de l'événement et de dévier un petit peu la conversation sur autre chose. Mais en même temps, ce que la personne, l'harceleur, ce qu'il entend, c'est qu'il est drôle, que c'est correct, que c'est même un comportement souhaitable parce qu'il attire de l'attention, il attire le sourire des autres, que ce soit des hommes ou des femmes autour de lui. C'est un soutien social qu'il entend. Donc, il y a un renforcement positif qu'il reçoit lorsque on rit à ses blagues. Alors, il est clair que cette conscientisation doit être faite aux femmes et aux hommes dans tous les milieux pour que quand il y a une blague malsaine comme ça, on doit vraiment l'arrêter. On doit vraiment en parler directement. On doit l'adresser de façon directe. Comme on sait, comme vous l'avez mentionné au début de l'entretien, Dr. Bensoussan, la majorité des victimes sont des femmes et la majorité des agresseurs sont des hommes. Selon vous et d'après votre expérience, quelle est l'importance du rôle des hommes comme témoins ou comme employeurs, comme collègues pour dénoncer et mettre fin à ce genre d'événements-là? Je dirais que les hommes, pas plus que les femmes qui sont témoins de ces événements-là, sont pas plus importants que d'autres. N'importe quel individu, que ce soit homme ou femme, qui voit un acte d'agression ou un acte d'harcèlement sexuel doit parler, doit discuter, doit soulever cette notion que c'est un comportement inacceptable. Le problème, juste pour ouvrir une autre parenthèse, chez les hommes qui témoignent d'un geste d'harcèlement sexuel et qui sont mal à l'aise face à ça, ont peut-être aussi peur de partager ou de dénoncer. Parce que eux, dans leur tête, point de vue masculin, lorsqu'ils commencent à prendre le soutien d'une femme, ils perdent un petit peu de leur masculinité. Et lorsqu'ils sentent, c'est une perception bien entendu, lorsqu'ils sentent qu'ils prennent le soutien d'une femme auprès d'un autre homme, ils deviennent un petit peu moins masculins envers les autres et eux sont plus à risque, encore plus que les femmes, d'être victimes d'harcèlement eux aussi. Donc, à quelque part, ils ont peur de perdre leur titre ou leur rôle ou leur perception d'autrui qu'ils sont machos, ils sont capables, ou ils sont un gars. Les gars, souvent, devraient se soutenir. Donc, c'est ce genre de code qui fait en sorte que certains hommes vont avoir peur de dénoncer ces événements-là. Mais comme j'ai dit tantôt, si on y va en groupe, si plusieurs personnes se mobilisent ensemble,
À ce moment-là, si un homme fait partie du groupe comme une femme fait partie du groupe, ça va faire en sorte qu'elles participent ensemble et ça met moins de pression sur une personne pour prendre le poids de cette dénonciation finalement. Vous nous avez parlé de politique ou de programmes de sensibilisation et de prévention Oui. dont devraient ou dont peuvent se doter les employeurs. Qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne politique, d'un bon programme de sensibilisation ou de prévention? Ben, ça commence du haut. Ça commence du haut dans le sens que le gestionnaire en question suit les consignes du chef de l'entreprise. Le chef d'entreprise doit prendre une politique de tolérance zéro sur l'harcèlement sexuel au travail, particulièrement. Doit en faire une genre de mobilisation ou une campagne de sensibilisation aux gestionnaires sous lui ou sous elle, et ensuite de donner des genres soit des formations ou des informations aux gens que cette tolérance, ce comportement est inacceptable, ne sera pas toléré. C'est sûr que dans certains milieux de travail, on peut donner des ateliers de formation pour la meilleure communication. On peut prévenir ce genre de geste, comment est-ce qu'on le reconnaît, comment est-ce qu'on le voit. Parce que des fois, les gens ne voient pas la différence entre une communication, une blague et de l'harcèlement sexuel. Alors, c'est quoi la différence? C'est quelque chose qui est vraiment clairement identifiable, doit être clairement identifiable par tout le monde. Comme ça diminue de façon marquée les chances que l'harcèlement se produise. Lorsqu'il y a du doute, lorsqu'il y a de la confusion, lorsque c'est dans des milieux de travail où les politiques ne sont pas claires, le risque d'harcèlement augmente significativement. Alors, naturellement, une politique devrait être écrite. Qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on découvre une personne qui est harcelante, comment est-ce qu'on l'identifie et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes à suivre? Quelle est la première procédure à faire? Comment est-ce qu'on soutient une personne qui est harcelée? Comment est-ce qu'on confronte une personne qui est harcelante? Quelles sont les conséquences éventuelles, les conséquences ou les mesures disciplinaires qui peuvent être utilisées contre lui ou elle dans le futur? Donc, tout ça doit être illustré, clairement identifié, et ce document doit être remis à tous les employés de la compagnie, en quelque sorte, et puis, s'il y a lieu, de continuer à faire des formations plus profondes au niveau de comment est-ce qu'on évite de rentrer dans ces pièges-là. Donc, également une formation au niveau de la prévention. Une formation au niveau de la prévention, surtout dans les milieux, comme je l'ai dit, qui sont plus à risque. Pour justement conscientiser ces gens-là ce que c'est versus la communication. Quelle est la communication idéale, la communication fonctionnelle? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne communication sans déranger, sans blesser les autres? Donc, c'est d'amener la personne à être plus consciente de ses gestes, plus consciente de son choix de parole et de comment discuter, comment est-ce qu'on fait une blague sans chercher à naturellement blesser ou interroger ou amener le comportement sexuel d'un autre individu. Comment est-ce qu'on peut avoir un comportement sain, agréable, positif, sans déranger, sans blesser. Et ça, c'est un art. Hein? La communication, c'est vraiment un art. C'est quelque chose on n'apprend pas ça à l'école, comment communiquer. Et surtout si on a eu des parents ou une éducation plus sévère ou plus limitée, on n'a pas vraiment eu de rôle, de modèle de gens dans notre entourage qui nous montrent comment bien communiquer naturellement. Alors, on continue ces habitudes-là dans le domaine du travail, puis des fois, ça cause des problèmes. Quelles sont les ressources qui existent pour aider justement les employeurs ou les gestionnaires à mettre sur pied des programmes de prévention ou même à monter leur propre politique écrite contre le harcèlement et les agressions sexuelles? Alors, il existe plusieurs groupes de formation.
qui offrent des formations, je veux dire. Il y a des programmes d'aide aux employés qui offrent des programmes comme le groupe Santé Physimed à Ville-Saint-Laurent à Montréal. Il y a des intervenants qui vont vous aider à clairement définir ces politiques, donner des formations sur ce sujet. Il y a aussi ce qu'on appelle le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail, le GAIHST. Et eux autres, ils ont un site web, www.gaihst.qc.ca. Puis eux, leur objectif premier, c'est de briser l'isolement et le mur de silence qui entoure les personnes vivant ou ayant vécu une situation de harcèlement. Et leur deuxième objectif, c'est de sensibiliser la population à la problématique de l'harcèlement au travail. Donc, ces deux ressources-là peuvent être très utiles pour les entreprises. Et parallèlement à ça, quelles ressources recommanderiez-vous pour les personnes qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en milieu de travail? Alors, les deux. Premièrement, le groupe Santé Physimed, ils ont des intervenants aussi qui peuvent aider les gens qui sont victimes. Il y a aussi des psychologues en pratique privée. Il y a des CLSC également qui peuvent voir les gens qui sont victimes à quelque part ou qui se sentent victimes d'harcèlement ou d'agression. Le groupe d'aide aussi, le groupe d'aide et d'information sur l'harcèlement sexuel au travail, c'est une ressource excellente pour ces gens-là qui se font harceler. S'il y a d'autres groupes d'entraide ou des groupes de soutien, il y en a également. C'est important de sortir de l'isolement, mais d'en parler avec les ressources autour. Donc, ça peut être des ressources au niveau du programme des employés. Ça peut être au niveau du groupe Santé Physimed, ça peut être au niveau des CLSC, ça peut être au niveau de son médecin, de famille. Quelqu'un qui est à l'extérieur finalement de l'entreprise qui pourrait être utile. Et pour les gens qui sont harceleurs, en général, ces gens-là n'ont pas assez de conscientisation qui font quelque chose qui n'est pas correct et qui ont besoin d'aide. Alors, c'est rare que par eux-mêmes, ils vont aller chercher du soutien et de l'aide. C'est seulement à la suite de mesures disciplinaires ou à mesure d'une obligation par le fait des ressources humaines qui obligent l'individu à chercher de l'aide, que ces gens-là vont chercher un soutien particulier. Par eux-mêmes, c'est rare que ces gens-là vont chercher du soutien. Alors, merci beaucoup, Dr. Bensoussan, pour votre intervention. Donc, en plus des ressources dont nous venons de discuter avec Dr. Bensoussan, il est important de réaliser que partout à travers le pays, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives afin de contrer et de mettre fin au harcèlement sexuel ou aux agressions sexuelles. On va maintenant en discuter avec Mme Marie Dussault, qui nous rejoint à partir de la Colombie-Britannique et qui va nous parler d'approches novatrices qui sont travaillées là-bas pour contrer la prévalence du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles. Alors, Mme Dussault, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Dans un premier temps, expliquez-nous la nature de votre travail et l'organisme avec lequel vous travaillez. En fait, il s'agit d'une initiative qui est faite par un organisme qui s'appelle End Violence Association of BC. Donc, on la connaît ici sous le nom de EVA BC. Et c'est vraiment, comme vous avez mentionné, une initiative qui est tout à fait novatrice puisqu'il s'agit d'un partenariat qui est fait entre l'équipe de football ici, les Lions de la Colombie-Britannique, et notre association, là, EVA BC. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le milieu de la violence faite aux femmes, entre autres dans la communauté francophone ici avec notre organisme informel, et puis on a des partenariats avec différentes initiatives. Alors, ça, c'est une campagne qui a été menée là, par End Violence Association of BC. Alors, l'idée, c'est de travailler justement avec des étoiles du monde sportif, comme les joueurs des Lions, et puis de profiter de leur statut puis leur rayonnement qu'ils ont dans la communauté comme une figure publique,
pour amener une plus grande compréhension ou aussi sensibilisation pour encourager justement des façons de mettre fin à la violence sexuelle, le harcèlement ou agression, et surtout d'encourager les témoins de briser le silence qui est fait, le silence face à la violence faite aux femmes. Comme on sait, c'est souvent... Oui, pardon? Oui, allez-y, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que le programme a vraiment 4 aspects qui sont importants. Alors, il y a le niveau de présentation là, qui est fait par les joueurs de football dans les écoles. Ça, c'est un aspect là, qui est important. Il y a aussi une formation plus large, pas seulement les joueurs qui vont aller faire les présentations dans les écoles, mais aussi de former les entraîneurs de football partout dans la province, parce que pour eux même, pour qu'ils puissent initier des conversations avec les jeunes avec lesquels ils travaillent, au sujet de la violence faite aux femmes, puis sur les relations respectueuses. Alors, d'avoir des modèles comme ça, des hommes qui sont, comme je disais, des figures publiques dans le monde sportif. Ensuite, un autre volet, c'est dans la même veine, là, mais les 2 autres aspects du programme, c'est de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Alors, je pourrais expliquer un peu plus tard comment on fait ça. Et puis aussi d'avoir des messages d'intérêt public, des vidéos et des outils qui sont disponibles au grand public. Alors ça, c'est les 4 aspects du programme qui a été développé par Eva BC. On a le stéréotype du football comme un sport parfois un peu macho. Comment avez-vous été capable chez Eva BC de convaincre les Lions de la Colombie-Britannique et la communauté du football professionnel à participer à ce programme-là? Ah ben ça, c'est vraiment l'idée de la directrice Tracy Portis qui a décidé de faire ce lien avec les gens du sport pour briser le silence face à la violence faite aux femmes. Et puis quand elle les a approchés, ils étaient vraiment très positifs et très enthousiastes. Alors, ils ont tout de suite embarqué. Je pense que le temps était bon pour faire cette approche. Ils ont vu aussi le potentiel qu'il y avait pour eux d'utiliser justement des icônes du sport, des modèles. Toujours dans le milieu sportif aussi, c'est beaucoup comme ça. Hein, c'est beaucoup de mentorat. Alors, d'utiliser cette approche de mentorat-là qui existe déjà et puis d'avoir un message avec cet auditoire sur le sujet. Puis ça, ça s'est fait en 2011. Alors, c'est quand même quelque chose qui date. Et puis, c'est l'idée aussi il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites pour parler de la violence faite aux femmes, mais toujours avec une approche spécifique. Donc, quand c'était pour les femmes, ben c'était comme leur parler un peu de comment se protéger, quoi faire. Puis quand on a parlé des hommes, on parlait plus comme les voyant comme des gens qui commettaient les actes de violence. Alors ici, l'idée, c'était de vraiment parler aux deux pour les hommes et les femmes de la même façon, d'avoir le même message, tout le monde ensemble, pour faire ce changement-là. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes un enjeu qui est également masculin ou qui touche autant les hommes que les femmes? Ben parce que justement, je pense que jusqu'à maintenant, c'était toujours dirigé, il y avait un message pour les femmes, un message pour les hommes. Alors là, vraiment, c'est le même message à tout le monde. C'est que tout le monde peut prendre une position et puis que c'est pas la responsabilité seulement des femmes parce que on sait que la majorité des actes d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel sont commis par une minorité d'hommes. Alors, ce qu'on veut, c'est que la majorité des hommes qui commettent pas ces actes-là prennent la parole aussi. Il s'agit d'outiller tout le monde de la même façon aussi. Il faut reconnaître que c'est quand même pas facile de prendre position. Alors, comment on fait ça? C'est une étape qui était très importante, mais de donner le même message à tout le monde, donc la tolérance zéro. Et le programme en anglais, c'est Not Bystander. Alors, c'est dans l'idée de ne plus être un témoin. Alors, quoi faire quand ces situations-là arrivent? Et donc, on équipe les hommes et les femmes de la même façon, d'avoir le même message, le même discours. Quels sont les conseils que vous donnez justement aux hommes et aux femmes pour être davantage qu'un simple témoin ou qu'un spectateur passif dans leur propre vie ou dans le milieu de travail où ils évoluent?
Bien, il y a bien des façons, puis justement dans leur propre vie, partout. Alors, c'est de faire, d'être attentif à là où ça peut se produire ou là où on entend des choses qui, où les femmes, où il n'y a pas de respect, des commentaires, des blagues, que ce soit au travail, justement, au vestiaire, à l'école, à la maison, partout. Alors, c'est d'être attentif et de reconnaître ces moments-là. Il y a toutes sortes de façons. Il y a, dans un des vidéos un des joueurs des Lions, Travis Luley, dit des choses comme dites-leur d'arrêter ou bien passer à autre chose, changer le sujet, ensuite parler aux gens puis dire que c'est pas acceptable. Et disons que c'est quelque chose qui est dirigé puis qu'une femme qui est présente, aller lui parler après ça puis lui demander comment elle va. Alors il y a toutes sortes de conseils très pratiques, très simples aussi parce que des fois c'est ça, on se sent très démuni, on sait pas, on veut pas non plus faire que les choses vont empirer. Alors, comment s'y prendre? C'est des choses très simples. C'est de prendre la parole, par contre, et puis plus souvent on le fait, plus on est confortable. Alors, justement, d'avoir les joueurs de football qui prennent la parole, puis qui montrent aux jeunes comment prendre la parole et comment montrer comment être respectueux et ne pas accepter que ça soit des blagues ou des gestes qui sont inappropriés. Ça vraiment aide tout le monde à se sentir plus à l'aise à prendre la parole. On a parlé avec Dr. Bensoussan spécifiquement de la question du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles en milieu de travail. Comment, dans votre expérience avec le travail que vous faites, comment est-ce que les employeurs peuvent favoriser une attitude ou une approche à ces problématiques-là où les employés ou un milieu de travail vont cesser d'être des témoins? Comment est-ce qu'on encourage ce changement d'attitude-là? Oui, c'est définitivement un changement souvent au niveau institutionnel. Donc, comment on s'y prend? C'est souvent des questions de leadership, c'est de reconnaître que les gens qui sont à la tête des organismes prennent une position publique, que de telles choses ne seront pas tolérées, et puis qu'il y a un désir de créer un environnement où les gens se sentent en sécurité. Qu'il n'y a pas justement de harcèlement ou de violence au travail. De plus en plus, les milieux de travail changent. Il y a des normes nationales maintenant qui sont mises en place de plus en plus. Alors, c'est de l'éducation, beaucoup de leadership, justement, de la même façon que c'est fait avec les Lions de la Colombie-Britannique. C'est de trouver des gens qui vont être des champions et puis de créer des endroits sécuritaires où les gens peuvent prendre la parole et dénoncer. Alors, dépendant des milieux, dépendant de la grandeur des milieux, mais aussi dépendant de la culture de différents milieux, c'est pas facile. Alors, c'est aussi pour ça, dans le milieu du sport, on a l'impression que c'est une culture peut-être où il y a certaines choses qui sont plus permises. Alors, en allant avec des milieux majoritairement masculins, avec les joueurs de football, le message est encore plus fort. Vous nous avez dit que le programme Not Just a Bystander existait depuis 2011. Donc, depuis les 6 dernières années où ce programme-là était en existence, quels résultats avez-vous constatés? C'est vraiment le programme vraiment de plus en plus de rayonnement depuis le début. On estime que, puis c'est des chiffres là, c'est toujours difficile à savoir, mais qu'il y a comme 357 millions d'impressions, c'est-à-dire de différentes choses qui sont arrivées. Il y a eu plusieurs reconnaissances aussi, en particulier aux Nations Unies à New York, le programme a été mis en valeur. Ensuite, on parle de campagne un peu partout à travers le Canada grâce à ce programme. Alors, il y a eu les Blue Bombers de Winnipeg qui font un programme similaire et puis l'Association des football Saskatchewan. Et puis plus récemment, quand même, en 2015, là, il y a eu un développement qui s'est fait au niveau de l'association de la Ligue nationale de football qui ont développé une politique au niveau de la violence faite aux femmes. Qui s'applique à tous les joueurs de football, les coachs, les entraîneurs, tout le personnel exécutif aussi, partout à travers le Canada. Alors, ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est une autre chose aussi au niveau du travail, c'est d'avoir les politiques en place pour ensuite faire le changement qui a besoin d'être fait. Alors, ça, c'est un très bon coup.
Et puis finalement, tout simplement au niveau de la province ici, c'est que le programme est très populaire. On dit qu'on rejoint 80 000 étudiants quand les joueurs vont dans les écoles à travers la Colombie-Britannique. Alors ça, c'est en 4 ans. Et puis, on pense aussi qu'avec des événements spéciaux, des conférences et tout ça à l'extérieur des écoles, mais encore pour rejoindre les jeunes, on parle encore d'autant, jusqu'à 88 000 jeunes qui auraient probablement été rejoints. Alors, de plus en plus, le programme est reconnu, très bien reçu. Et puis, on est très, très fiers de l'accueil que tout le monde fait au programme et puis de la possibilité d'aller justement dans les écoles, rencontrer différentes institutions, travailler avec les communautés autochtones dans les communautés, les régions plus éloignées. Alors, vraiment, c'est un grand dialogue depuis toutes ces années-là, de plus en plus. Donc, je comprends que ça a été un grand succès en ce qui concerne Eva. Oh, oui, tout à fait. Oui, oui. Beaucoup de travail, c'était vraiment un travail de visionnaire au début et puis de plus en plus, c'est très connu dans la communauté. Et puis, il y a des outils qui sont disponibles aussi pour les gens qui veulent en apprendre plus. Alors, ça l'aide aussi si les écoles veulent inviter. Il y a des possibilités d'inviter les gens. Et de quelle façon est-ce que, par exemple, les gens qui nous écoutent, qui peuvent faire partie de différentes associations, organismes ou qui œuvrent dans différents milieux de travail, peuvent participer à cette initiative-là, notre Just a Bystander, ou peuvent s'en inspirer? Quelles sont les ressources pour embarquer dans ce projet-là? Oui, la première chose, ça serait probablement la meilleure chose, c'est d'aller voir sur le site de Eva BC, donc aller sur le site Environment Association of BC. Et puis là, il y a des messages d'intérêt public, il y a des cours vidéo, la majorité en anglais, mais tout de même, qui sont disponibles sur le post YouTube. Et il y a de l'information aussi sur un film qui est de 30 minutes. Alors, comment se le procurer? Là, il est disponible sur Shaw On Demand ou bien tout simplement de contacter. Là, il y a l'information pour rejoindre les gens de Eva BC pour avoir. Alors, il y a beaucoup d'informations sur le programme, des entrevues avec les joueurs de football, avec différentes personnalités. Et puis, c'est ça, tous les outils pour savoir comment aller de l'avant si on veut inviter quelqu'un ou bien faire partie de l'initiative d'une certaine façon. Okay. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est témoin dans son milieu de travail d'un geste d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel ou simplement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de commentaires ou de blagues inappropriées ou ce qu'un candidat à la présidence a qualifié de locker room talk? Quel conseil donneriez-vous à cette personne-là? Moi, je suggérerais à cette personne-là de prendre la parole. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être d'aller parler directement à la personne après, s'ils ne sont pas à l'aise de le faire. Là, évidemment, comme je disais un petit peu plus tôt, ça prend des fois une couple de fois pour se sentir plus à l'aise de prendre position. Mais ça peut être d'aller parler à la personne après et puis lui dire que ce genre de commentaire-là n'est pas approprié et pourquoi. Ou des fois, quand on ne sait pas comment s'y prendre, ça peut être d'aller parler à quelqu'un à qui on a confiance et puis partager notre expérience puis dire c'est arrivé, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je ne trouve pas ça correct. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne-là? Je ne veux pas non plus la fâcher ou des choses. Alors, d'aller voir quelqu'un à qui on fait confiance, leur demander d'en discuter et puis après ça, de prendre action. Ou ça peut être de parler au supérieur de cette personne-là si on n'est pas à l'aise. Alors, il y a toutes sortes de façons, c'est de voir aussi un peu avec notre culture, mais c'est que c'est de plus en plus accepté de prendre la parole et de prendre position. Alors, définitivement, il y a des façons de le faire. Et puis, aussi en ligne, on voit de plus en plus de vidéos justement sur comment faire dans des endroits publics quand il y a des situations où il y a un harcèlement sexuel qui se produit. Alors, je pense que de plus en plus, les gens voient ce qui se passe et voient qu'il y a des outils disponibles, qu'il y a des façons de procéder pour prendre la parole. Madame Dussault, je vous remercie beaucoup de votre intervention et de vous être jointe à nous pour ce podcast, cette balado-diffusion sur le thème de la tolérance zéro
c'est, je, on coupera également, on coupera également au montage. Je vais recommencer. Donc, Mme Dussault, merci beaucoup de vous être jointe à nous à partir de la Colombie-Britannique pour participer à cette balado-diffusion sous le terme de tolérance zéro envers le harcèlement et l'agression sexuelle. Je vous remercie beaucoup. Moi, ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'en parler. Et je vous souhaite un bon succès avec la suite du programme Not Just a Bystander en Colombie-Britannique. Merci beaucoup. Il est évident que le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont davantage que des questions simplement juridiques ou judiciaires. Ce sont des enjeux de société à part entière. Comme les interventions de Dr. Bensoussan et de Mme Dussault l'ont démontré, heureusement, les attitudes changent à cet effet-là. Non seulement les lois applicables au Canada nous offrent à nous, employeurs, employés et citoyens canadiens, en général, une structure afin de mieux comprendre ce qu'on peut appeler les obligations de base de chaque citoyen. Il est clair qu'on doit faire plus que la simple lettre de la loi pour mettre fin au harcèlement sexuel et aux agressions sexuelles. Chacun et chacune doit être de meilleures personnes, donc de meilleurs employeurs, collègues et professionnels, et aller au-delà de ce que la loi nous demande strictement. Il faut en parler de ces enjeux-là, peu importe leur complexité ou le malaise qu'ils suscitent parfois. Il faut, comme Dr. Bensoussan et Mme Dussault l'ont souligné, être attentifs et nous écouter les uns des autres, que chacun mérite d'être entendu. Et surtout, il faut prendre position. Chacun de nous doit s'affirmer et indiquer clairement qu'on ne restera plus silencieux ou passif face au harcèlement sexuel ou aux agressions sexuelles. Il ne faut pas être que de simples spectateurs ou de simples témoins. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a été victime de harcèlement sexuel ou qui a été agressé sexuellement, nous vous encourageons à consulter les nombreuses ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui par Dr. Bensoussan et par Mme Dussault. Nous invitons aussi à consulter le site Internet de l'Association du barreau canadien à l'adresse suivante www.cba.org afin d'avoir plus d'informations sur les façons de contacter ces ressources-là et sur le programme mot-clic « Je dénonce » à l'Association du barreau canadien ou en anglais #RightYourWrong. J'aimerais remercier sincèrement tous nos intervenants pour leur temps, leur passion et leur engagement dans cette cause-là et également l'Association du barreau canadien pour son soutien dans le projet de balado-diffusion Tolérance zéro. Merci beaucoup et bonne fin de journée.